Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Arrête tout. Ce que tu vas entendre maintenant va probablement remettre en question ta façon de voir certaines relations et peut être même ta propre histoire. Il existe un moment précis, presque imperceptible, où tout bascule dans une relation. Un moment que la plupart des gens ne remarquent jamais, mais qui, une fois franchi, ne peut plus être réparé. Et si tu fais partie de ceux qui ressentent profondément, qui observent sans parler, qui comprennent sans qu'on t'explique, alors ce message est directement pour toi. Prends 2 secondes. Si ce genre de vérité te parle, si tu veux comprendre les mécanismes invisibles qui gouvernent les relations humaines et reprendre le contrôle de ton énergie, abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas découvrir ici, très peu de gens sont prêts à l'accepter, et encore moins à l'expliquer clairement. Carl Jung a mis en lumière un phénomène profondément dérangeant chez les personnes hypersensibles et empathiques. Contrairement à ce que beaucoup pensent, elles ne sont ni faibles, ni naïves, ni aveugles. Elles perçoivent, analysent, ressentent avec une précision presque chirurgicale. Elles voient les incohérences. Elles captent les silences. Elles lisent entre les mots, mais elles choisissent souvent de pardonner, de comprendre, de donner encore une chance, puis une autre, et encore une autre. C'est dans leur nature profonde. Mais il existe une erreur unique, une seule, qu'une personne peut commettre face à un empathique et qui déclenche un processus absolument irréversible. Ce n'est pas un mensonge banal, ce n'est pas une trahison classique, ce n'est pas une dispute, ni même une promesse brisée. Non, c'est quelque chose de bien plus profond, bien plus destructeur. C'est le moment où tu ne te contentes plus de mentir, mais où tu fais douter l'autre de sa propre perception de la réalité. Ce que Jung décrivait, ce n'est pas simplement de la manipulation, c'est une attaque directe contre le système de navigation interne d'une personne. C'est comme dire à quelqu'un que ce qu'il voit n'existe pas, que ce qu'il ressent est faux, que son intuition est défectueuse. Et à cet instant précis, quelque chose se fissure, quelque chose d'essentiel. Mais voici l'erreur monumentale que les manipulateurs commettent sans jamais la comprendre. En essayant de briser l'intuition d'un empathique, ils déclenchent son éveil, parce que l'empathique n'est pas aveugle. Il observe en silence, il enregistre, il analyse. Pendant que tu parles, il capte ton langage corporel. Pendant que tu souris, il perçoit la tension derrière ce sourire. Pendant que tu affirmes quelque chose, il ressent si la cohérence est présente ou absente. Chaque détail est archivé, stocké, replacé dans un contexte plus large. Pas pour attaquer immédiatement, mais pour comprendre le schéma global. Là où une personne ordinaire voit des événements isolés, l'empathique voit une structure, un modèle, une répétition. Il ne réagit pas dans l'instant. Il accumule, il observe, il attend. Et pendant que tu penses que tout va bien, que ton discours passe, que ta version est acceptée, en réalité, une autre réalité est en train de se construire dans l'esprit de l'empathique. Une réalité fondée non pas sur tes mots, mais sur tes contradictions. Il ne cherche pas des excuses, il ne cherche pas à être rassuré. Il cherche une confirmation, une preuve finale, qui valide ce qu'il ressent déjà au fond de lui. Parce que l'arme la plus puissante de l'empathique, c'est son intuition. Il ressent avant de comprendre. Il capte avant de voir. Il sait avant d'avoir des preuves concrètes. Et c'est précisément ce qui le rend impossible à manipuler sur le long terme. Arrête-toi un instant. Respire. Sens ce que cette réalité éveille en toi. Face à cette lucidité silencieuse, le manipulateur panique. Il sent qu'il perd le contrôle. Et c'est là
qu'il commet l'irréparable. Il commence à nier, à inverser, à déformer, à faire passer l'autre pour instable, trop sensible, confus, excessif. Tu imagines, tu exagères. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Tu te fais des films. Ce processus a un nom, le gaslighting. Et pour un empathique, c'est l'attaque la plus violente qui soit. Parce que ce n'est pas une attaque contre son image, ni contre son ego. C'est une attaque contre sa boussole intérieure. Imagine un pilote à qui on dit que tous ses instruments sont faux, que son altimètre ment, que sa boussole est défectueuse, que ses yeux ne voient pas correctement. C'est exactement ce que vit un empathique sous gaslighting. Et pendant un temps, il doute. Il entre dans ce que Jung appelait une phase de confusion profonde, une guerre intérieure, une fracture entre ce qu'il ressent et ce qu'on lui impose de croire. Il se demande s'il se trompe, s'il exagère, s'il perd pied. C'est une période extrêmement douloureuse parce qu'il remet en question sa capacité la plus fondamentale, percevoir la réalité. Mais ce que le manipulateur ignore absolument, c'est que cette phase n'est pas une destruction, c'est une transformation. Parce qu'au fond, l'inconscient de l'empathique continue d'enregistrer, continue d'analyser, continue de voir clair, même quand le conscient doute encore. Et lentement, quelque chose commence à changer. Il était médecin généraliste, 53 ans, dans une ville de province du sud de la France. Calme, posé, profondément attentif aux autres. Dans sa vie professionnelle, il avait appris à lire les signes imperceptibles. Une légère hésitation dans la voix d'un patient, une tension dans les épaules qui trahissait une douleur non exprimée. Ce don de perception, il l'avait toujours considéré comme une force. Dans sa vie personnelle, il pensait que c'était aussi une forme de fragilité. Sa relation durait depuis 7 ans. En apparence, tout semblait solide. 2 personnes intelligentes, cultivées, partageant des valeurs similaires. Mais depuis plusieurs mois, quelque chose avait changé dans son corps avant même d'atteindre son esprit. Une contraction persistante dans la mâchoire, le soir, au moment de rentrer chez lui. Une légère nausée les dimanches matins, sans raison apparente, son corps savait, lui refusait encore d'entendre. Les conversations avec sa compagne avaient pris une texture étrange. Chaque fois qu'il exprimait une observation, un détail qui ne collait pas, une incohérence dans un récit, elle retournait la situation avec une fluidité déconcertante. Tu es trop dans ta tête, tu analyses tout. C'est ton côté médecin, tu cherches toujours quelque chose qui ne va pas. Il finissait par douter. Peut être qu'elle avait raison, peut être qu'il projetait. Un soir de novembre, il rentra plus tôt que prévu. Rien de dramatique ne se produisit, mais il observa quelque chose de minuscule, une hésitation d'une fraction de seconde dans son regard, une micro-expression qu'il avait appris à reconnaître chez ses patients les plus dissimulateurs. Ce soir-là, il ne dit rien. Il posa sa main sur sa mâchoire, sentit la tension habituelle, et pour la première fois, il lui posa une question silencieuse. « Qu'est-ce que tu sais que je refuse encore d'accepter ?» La réponse ne vint pas en mots. Elle vint en clarté, progressive, inexorable, comme un diagnostic qui se confirme. 6 mois plus tard, la relation était terminée. Pas dans un fracas, pas dans des accusations, dans un silence choisi, respectueux, mais définitif. La contraction dans sa mâchoire avait disparu le lendemain du jour où il avait pris sa décision. Son corps, libéré avant même que les mots soient prononcés. Ce que son intuition portait depuis des mois n'était pas une projection, c'était une connaissance. La différence entre les deux, l'une cherche à se tromper, l'autre attend simplement d'être entendue. Un malaise s'installe, alors. Pas une preuve, pas une accusation, juste une sensation persistante, un décalage,
une incohérence. C'est discret au début, une histoire qui ne colle pas parfaitement, une réaction étrange, un détail qui dérange. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour enclencher un basculement intérieur. L'empathique ne confronte pas encore, il ne s'énerve pas, il ne révèle rien, mais intérieurement, il passe d'un mode à un autre, de la confiance à l'observation. Et à partir de cet instant, tout change. Extérieurement, tout semble encore normal. Les conversations continuent, les échanges restent fluides, les apparences sont intactes. Mais intérieurement, une mécanique bien plus précise s'est activée. L'empathique ne reçoit plus les paroles telles qu'elles sont données. Il les analyse, les compare, les pèse. Chaque mot devient une donnée. Chaque silence devient une information. Chaque contradiction devient un signal. Et surtout, il ne cherche plus à croire, il cherche à comprendre. C'est ici que commence ce que l'on peut appeler une véritable enquête intérieure. L'empathique devient observateur, presque scientifique, dans sa manière de traiter la relation. Il ne s'agit plus d'émotions pures, mais d'une lucidité progressive qui s'installe couche après couche. Chaque interaction est passée au crible, le ton de la voix, le timing des réponses, les incohérences entre ce qui est dit et ce qui est montré, les changements subtils de comportement selon les contextes. Rien n'échappe à cette vigilance nouvelle. Respire un moment, laisse cela résonner. Parce que ce que nous décrivons là, c'est l'une des transformations les plus profondes qu'un être humain puisse traverser. Mais le plus troublant dans tout cela, c'est que cette transformation reste invisible pour l'autre. Le manipulateur continue de croire qu'il maîtrise la situation. Il voit encore quelqu'un de calme, de présent, de compréhensif. Il pense que ses mots fonctionnent, que ses explications suffisent, que ses justifications passent. Ce qu'il ne voit pas, c'est que la confiance n'est plus là. Et sans confiance, chaque mot perd de sa valeur, même les plus habiles, même les plus soigneusement construits. Jusqu'ici, nous avons exploré comment l'intuition de l'empathique fonctionne comme un système d'enregistrement inconscient, imperméable à la manipulation sur la durée. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste lorsqu'une personne continue de maintenir une relation tout en bâtissant intérieurement, en silence, une vision claire et implacable de ce qui se joue réellement. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé. Que se passe-t-il lorsque cette tension interne devient si grande qu'elle exige une résolution? Et comment l'empathique choisit-il le moment où tout bascule définitivement? À ce stade, une tension interne profonde commence à apparaître chez l'empathique. Une tension difficile à exprimer parce qu'il ressent la vérité, mais qu'il n'a pas encore totalement accepté ce qu'elle implique. Car accepter cette vérité, ce n'est pas simplement reconnaître un mensonge. C'est accepter d'avoir été trompé. C'est accepter d'avoir donné de l'énergie, du temps, de l'attention à quelqu'un qui ne jouait pas le même jeu. C'est accepter que l'image construite de cette relation était en partie illusoire. Et psychologiquement, c'est extrêmement lourd à porter. Alors une lutte s'installe. D'un côté, l'intuition qui alerte, qui insiste, qui pousse à ouvrir les yeux. De l'autre, le cœur qui espère encore, qui cherche une explication différente, qui veut croire que tout peut s'arranger. L'esprit, lui, tente de faire le médiateur. Il rationalise, il minimise, il cherche des excuses, il reconstruit des scénarios dans lesquels tout resterait cohérent. Mais plus le temps passe, plus cette dissonance devient insupportable. Les incohérences se répètent, les sensations persistent, et surtout, le comportement du manipulateur devient de plus en plus révélateur.
Face au questionnement subtil de l'empathique, il ne clarifie pas, il n'apaise pas, il intensifie la confusion, inverse les rôles, fait passer l'autre pour excessif. Il transforme les doutes en défauts. Tu réfléchis trop, tu compliques tout, tu vois le mal partout. Et à ce moment-là, la pression monte encore d'un cran, parce que l'empathique commence à comprendre quelque chose de fondamental. Ce n'est pas une incompréhension, c'est un schéma répétitif, prévisible, structuré. Et quand un schéma devient visible, il ne peut plus être ignoré. Pose-toi cette question. Maintenant, quand as-tu ressenti pour la dernière fois ce type de décalage, cette distance entre ce que tu percevais et ce qu'on te demandait de croire? Ne cherche pas à analyser. Laisse simplement le souvenir remonter. C'est ici que beaucoup de personnes s'effondrent temporairement, parce qu'elles tentent encore de maintenir un équilibre entre ce qu'elles ressentent et ce qu'on leur impose de croire. Elles acceptent parfois une version qui ne leur correspond pas, simplement pour éviter le conflit, pour préserver le lien, pour maintenir une illusion de stabilité. Mais ce compromis est fragile, car même si l'empathique accepte en surface, en profondeur, rien n'est validé. L'inconscient continue de travailler, il continue d'enregistrer, de construire une vision claire, indépendante de toute manipulation exercée de l'extérieur. Et petit à petit, une distance émotionnelle commence à se créer. Ce n'est pas encore une rupture, ce n'est pas encore une décision, mais c'est un retrait silencieux, progressif, presque imperceptible. Les émotions deviennent moins intenses, les réactions moins spontanées, l'implication diminue, l'empathique n'est plus totalement présent, même s'il est encore là, physiquement. Et cette distance, encore une fois, passe inaperçue pour celui qui manipule, parce qu'il est habitué à provoquer des réactions, à générer des émotions, à contrôler l'attention. Mais ici, il se retrouve face à quelque chose qu'il ne comprend pas, une perte progressive de prise. Maintenant, voici ce qui se produit ensuite, et c'est peut être la partie la plus décisive de tout ce processus. Elle avait 48 ans, directrice artistique dans une agence parisienne, créative, intuitive, d'une sensibilité rare que ses collègues admiraient parfois sans savoir exactement comment la nommer. Dans sa vie professionnelle, cette sensibilité était un atout reconnu. Dans sa vie intime, elle l'avait longtemps vécue comme une vulnérabilité à protéger, voire à cacher. Sa relation avec un homme qu'elle décrivait comme brillant et insaisissable durait depuis 4 ans. Au début, cette insaisissabilité l'avait fascinée. Elle aimait les personnes complexes, celles qui ne se laissent pas réduire à une surface. Mais, avec le temps, l'insaisissabilité avait pris une autre texture. Ce n'était plus de la profondeur, c'était de l'esquive. Chaque fois qu'elle exprimait quelque chose de précis, une observation, un ressenti, une question directe, il trouvait le moyen de déplacer le centre de gravité de la conversation. Soudainement, c'était elle qui était trop émotive, trop intense, incapable de relativiser. Elle sortait de ces échanges avec une étrange sensation dans la poitrine, un nœud qu'elle ne savait pas tout à fait nommer, comme si elle avait perdu un combat dont elle n'avait pas choisi les règles. Un après-midi, alors qu'elle travaillait sur une illustration, elle s'arrêta net. Elle venait de réaliser qu'elle n'avait pas exprimé une opinion sincère à cet homme depuis plusieurs mois, qu'elle s'était auto-censurée, réajustée, atténuée, systématiquement, presque automatiquement. Son corps le lui confirma instantanément. Une constriction dans la gorge, comme si quelque chose cherchait à sortir depuis trop longtemps. Ce soir-là, elle ne dit rien. Elle observa. Elle laissa la conversation se dérouler normalement. Et elle vit le schéma avec une clarté soudaine et presque douloureuse.
comme quand on fait la mise au point sur une image floue et qu'on découvre ce qu'elle contient vraiment. Les semaines qui suivirent furent silencieuses de l'extérieur. Intérieurement, quelque chose se réorganisait avec une précision qu'elle n'aurait pas su anticiper. Elle recommença à peindre des œuvres plus sombres, plus honnêtes. Elle recommença à parler à ses amis proches, à elle-même d'abord. Et un matin, sans drama, sans discours préparé, elle mit fin à la relation. Ce qu'elle comprit ensuite, et qu'elle formula dans son journal intime: on ne perd pas sa voix d'un coup, on l'abandonne progressivement par petites concessions qui semblent raisonnables. La retrouver exige exactement le même chemin, un choix à la fois, une vérité à la fois. Maintenant, prenons un moment ensemble. Une pratique courte mais profonde. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux si tu le peux. Pose tes mains sur tes genoux, paumes ouvertes vers le haut. Prends une lente inspiration par le nez. Retiens doucement 2-3 secondes, puis expire lentement en laissant aller la tension. Pense maintenant à une relation dans ta vie, passée ou présente, où tu as ressenti ce type de décalage. Pas un conflit ouvert, plutôt ce malaise subtil, cette légère nausée, cette contraction dans la poitrine qui apparaissait sans que tu comprennes exactement pourquoi. Laisse ce souvenir s'installer. Ne l'analyse pas encore. Observe simplement ce qui l'éveille dans ton corps. Une chaleur, une résistance, un soulagement inattendu. Inspire à nouveau, lentement. Retiens 2-3 secondes. Expire. Ce que tu viens de sentir n'est pas de l'anxiété, c'est de la mémoire corporelle. C'est ton système intérieur qui t'a toujours dit la vérité, même quand tu n'étais pas encore prêt à l'entendre. Reste avec cette sensation encore quelques instants, puis, quand tu es prêt, reviens. C'est précisément cette perte de contrôle, celle que le manipulateur commence à percevoir sans comprendre, qui va l'amener à commettre l'erreur suivante. Il va insister, il va amplifier, il va tenter de reprendre le dessus en utilisant les mêmes mécanismes, mais plus intensément. Plus de déni, plus de distorsion, plus de pression psychologique. Et sans le savoir, il va accélérer le processus qu'il cherchait à éviter. Parce qu'à ce stade, l'empathique n'est plus en train de douter, il est en train de vérifier. Et lorsqu'un empathique commence à vérifier, cela signifie qu'il est déjà en train de se préparer à une conclusion. Une conclusion qui ne se formule pas encore à voix haute, mais qui se construit avec une précision redoutable. Et cette conclusion va bientôt chercher une chose, une seule, une preuve finale. Nous avons exploré comment le retrait silencieux de l'empathique n'est non pas d'une décision soudaine, mais d'une accumulation lente et inexorable de signaux que l'inconscient a enregistrés bien avant que la conscience ne soit prête à agir. Dans la vie réelle, ce phénomène apparaît quand quelqu'un semble encore pleinement présent dans une relation tout en ayant déjà entamé intérieurement un processus de séparation totale et irréversible. Mais ce que nous n'avons pas encore exploré, c'est ce qui se passe au moment précis où cette certitude intérieure cherche une dernière confirmation et comment ce moment change tout, définitivement. Arrivé à ce point, il n'y a plus de confusion réelle, il n'y a plus d'innocence dans le regard, il n'y a plus cette naïveté qui cherchait à croire à tout prix. Ce qui reste, c'est une lucidité froide, presque dérangeante, qui s'installe progressivement. L'empathique a déjà compris, pas forcément tout dans les détails, mais l'essentiel est là. Le schéma est identifié. Les incohérences sont devenues trop nombreuses pour être ignorées. Les ressentis ont été validés, encore et encore, par l'expérience accumulée. Mais malgré cette clarté, il ne passe pas immédiatement à la rupture. Pourquoi ? Parce qu'il lui manque une dernière chose.
une confirmation définitive. Pas pour comprendre, il a déjà compris, mais pour ne plus jamais douter. C'est ici qu'intervient ce que l'on peut appeler le test final. Un moment précis, souvent invisible pour l'autre, où l'empathique crée une situation extrêmement simple, presque banale en apparence, mais d'une importance capitale. Il ne s'agit pas d'un piège, il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit d'une opportunité, une dernière opportunité laissée à l'autre d'être vrai, une question claire, une situation évidente, un moment où dire la vérité est possible, facile, accessible, aucun obstacle, aucun danger, juste un choix, dire la vérité ou continuer à mentir. Et pendant ce moment, l'empathique observe, pas avec émotion, pas avec colère, avec une attention totale. Le silence est présent, l'énergie est calme, tout est ouvert. Et c'est là que tout se joue. Dans la majorité des cas, le manipulateur ne change pas. Il reproduit le même schéma. Il ment encore. Il déforme encore. Il évite encore. Il tente encore de contrôler la perception. Et à cet instant précis, quelque chose se coupe. Pas une explosion, pas une dispute, pas un drame. Une coupure nette, silencieuse, définitive. Ce n'est pas de la tristesse. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est même pas de la déception. C'est de la clarté, une clarté totale, irréversible, qui ne laisse plus aucune place au doute. L'empathique ne cherche plus à comprendre, ne cherche plus à analyser, ne cherche plus à réparer, parce qu'il vient de voir, pas une version, pas une possibilité, la réalité. Et cette réalité est simple. La personne en face a choisi, elle a choisi de maintenir le mensonge alors que la vérité était possible. Elle a choisi de protéger une illusion plutôt que la relation. Elle a choisi de perpétuer un schéma en sachant, au fond d'elle-même, ce qu'elle faisait. Et face à ce choix, l'empathique fait le sien. Il se choisit, il était consultant en ressources humaines, 56 ans, reconnu dans son domaine pour sa capacité à lire les dynamiques de groupe avec une justesse qui impressionnait même ses pairs. Il avait passé 30 ans à analyser les comportements humains dans des contextes professionnels exigeants, mais dans sa vie personnelle, cette même acuité avait parfois été retournée contre lui, devenant, aux yeux de certains, une forme d'arrogance ou de froideur. Sa relation avec une femme qu'il admirait profondément durait depuis 9 ans. Pendant les 5 premières années, tout semblait fonctionner. Puis quelque chose avait glissé, imperceptiblement d'abord, puis de manière de plus en plus évidente. Les conversations avaient changé de tonalité. Les explications étaient devenues plus élaborées, les silences plus calculés, les reformulations plus systématiques. Il avait remarqué que chaque fois qu'il soulevait un point factuel, une date, une parole prononcée, une décision prise ensemble, la réponse ne portait jamais sur les faits eux-mêmes, mais sur son interprétation de ces faits. Tu te souviens toujours des choses à ta manière. Tu as tendance à dramatiser. Une pression dans sa tempe droite l'accompagnait maintenant à chaque échange sérieux. Son corps enregistrait ce que son esprit refusait encore de nommer. Un dimanche matin, il posa une question extrêmement simple, anodine en apparence, sur un événement de la semaine précédente. Il connaissait déjà la réponse exacte. Il avait des éléments tangibles qui la confirmaient. Ce n'était pas un piège, c'était une porte ouverte. Elle mentit, clairement, directement, sans hésitation. Il ne réagit pas. Il hocha la tête doucement, se leva, alla préparer du café. La pression dans sa tempe avait disparu, remplacée par quelque chose d'inattendu. Une paix étrange, presque troublante dans sa sérénité. Il fallut encore 3 semaines pour que la séparation soit prononcée. Mais intérieurement, tout s'était terminé ce dimanche matin.
dans ce silence choisi, devant une tasse de café. Ce qu'il comprit ensuite, et qu'il nota dans le journal qu'il tenait depuis des années, la certitude n'a pas besoin de bruit pour exister. Elle arrive souvent dans le plus grand calme, et c'est précisément ce calme qui lui donne sa force irréversible. C'est ici que naît un changement profond. L'identité même de l'empathique évolue. Celui qui cherchait à comprendre à tout prix laisse place à quelqu'un qui pose des limites sans explication. Celui qui pardonnait systématiquement laisse place à quelqu'un qui sélectionne consciemment ce qu'il accepte dans sa vie. Ce n'est pas une fermeture émotionnelle, c'est une mise à niveau, une réorganisation interne, une décision consciente de ne plus tolérer ce qui détruit. Et ce changement est souvent invisible de l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de scène, pas de cri, pas de confrontation violente, juste une présence différente, un regard différent, une énergie différente. L'empathique peut encore parler, il peut encore répondre, il peut encore être présent physiquement, mais intérieurement, quelque chose est terminé. Prenons un autre moment ensemble. Pose une main sur ton cœur. Respire profondément, lentement. Pense à une limite que tu as mise ou que tu aurais dû mettre dans une relation qui t'a coûté de l'énergie. Une limite que tu as peu être repoussée par peur de blesser, par habitude du compromis, par crainte d'être perçu comme trop exigeant. Laisse cette image s'installer. Respire encore 2, 3 secondes, doucement. Maintenant, demande-toi, si tu avais posé cette limite plus tôt, qu'est-ce qui aurait été différent pour toi, pas pour l'autre, pour toi? Ne cherche pas la réponse parfaite. Observe simplement ce qui se présente. Un soulagement, une légère tristesse, une reconnaissance silencieuse. Inspire encore une fois, lentement. Expire en laissant partir ce qui n'a plus à être porté. Ce que tu viens de toucher, c'est la différence entre aimer par peur et aimer par choix. L'une épuise, l'autre nourrit. Et c'est là que commence la dernière phase. Une phase que très peu de personnes comprennent parce qu'elle ne ressemble à rien de ce que l'on attend habituellement d'une rupture. Il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de vengeance. Il y a le silence, pas un silence vide, un silence plein de décisions. Un silence qui ne cherche plus à être entendu, qui ne demande plus rien, qui ne laisse aucune ouverture. Et ce silence, pour quelqu'un qui manipule, est la chose la plus incompréhensible qui soit, parce qu'il n'y a plus rien à influencer, plus rien à provoquer, plus rien à contrôler. L'empathique n'est plus dans le système. Il est sorti sans bruit, sans avertissement, sans retour en arrière. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que la fin d'une relation avec un empathique ne ressemble pas à une fin classique. Il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas d'explosion émotionnelle qui marque un point final visible. Il y a quelque chose de bien plus déroutant, une absence totale de réaction. À partir du moment où cette décision interne est prise, l'empathique entre dans un état que très peu de personnes savent reconnaître. Il ne coupe pas forcément le contact immédiatement. Il ne disparaît pas du jour au lendemain. Il continue parfois à répondre, à être présent dans certains contextes, à maintenir une forme de normalité en surface. Mais en profondeur, tout est fermé. L'accès émotionnel est coupé. Il n'y a plus de connexion, plus de projection, plus d'investissement réel. La personne en face n'est plus perçue comme quelqu'un de proche, mais comme quelqu'un d'extérieur, quelqu'un avec qui l'interaction devient fonctionnelle, presque neutre. Et c'est précisément cela qui déstabilise le plus profondément, parce que le manipulateur est habitué aux réactions. Il sait gérer la colère. Il sait répondre aux reproches. Il sait jouer avec les émotions, les amplifier, les retourner,
les utiliser à son avantage. Mais face à l'absence totale de réaction, il n'a plus de prise. Il tente alors de revenir par différents moyens, parfois avec des excuses soigneusement formulées, parfois avec des promesses, parfois avec des démonstrations émotionnelles calculées, parfois avec des stratégies plus subtiles, comme faire appel à la culpabilité ou évoquer des souvenirs partagés, espérant rallumer quelque chose qui s'est éteint. Mais rien ne fonctionne comme avant, parce que ce qu'il essaie de retrouver n'existe plus. L'empathique ne rejoue pas la scène, il ne répète pas les mêmes schémas, il ne répond pas avec la même énergie émotionnelle, il ne donne plus d'espace à ce qu'il a déjà blessé, et surtout, il ne ressent plus le besoin d'expliquer. C'est un point essentiel. Avant, il expliquait, il justifiait, il essayait de faire comprendre, de convaincre, d'obtenir une reconnaissance. Maintenant, il avance sans discours, sans justification, sans validation extérieure, parce qu'il n'a plus besoin que l'autre comprenne pour savoir qu'il a raison de partir. Et c'est là que se situe la véritable rupture. Ce n'est pas une rupture entre deux personnes, c'est une rupture avec un ancien mode de fonctionnement, avec une ancienne version de lui-même, avec une manière d'aimer qui n'était plus alignée avec ce qu'il est profondément. À ce stade, l'empathique ne ressent pas de haine, et c'est ce qui peut sembler paradoxal. Il n'y a pas de rancune active, pas de colère persistante, pas de désir de vengeance. Il peut même y avoir une forme de compréhension, parfois même une certaine compassion pour la personne qui n'a pas su faire autrement. Mais cette compréhension ne rouvre aucune porte, parce qu'il a intégré quelque chose de fondamental. Comprendre ne signifie pas accepter, et pardonner ne signifie pas réautoriser l'accès. C'est une distinction que très peu de personnes maîtrisent réellement. Le pardon devient intérieur. Il libère, il apaise, il permet de respirer à nouveau pleinement. Mais il ne reconnecte pas. La porte reste fermée, et cette fermeture est définitive, non pas par rigidité ou par amertume, mais par lucidité. Parce que l'empathique a compris que revenir en arrière ne serait pas un acte d'amour, ce serait un acte de trahison envers lui-même. Et à partir du moment où cette conscience est pleinement installée, il n'y a plus de négociation possible, plus de compromis, plus de retour, seulement un mouvement vers l'avant, vers des relations plus saines, vers des environnements plus clairs, vers des connexions où la perception n'est pas constamment remise en question, où ressentir n'est pas une erreur, où voir clair n'est pas un défaut. C'est ici que tout prend son sens. Si tu t'es reconnu dans ce processus, si tu as vécu ce moment précis où quelque chose s'est fermé en toi sans bruit, où tu as compris sans avoir besoin qu'on te l'explique, alors comprends une chose essentielle. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la maturité. Ce n'est pas de l'indifférence vide, c'est une protection consciente, choisie, earned, conquise à travers une traversée que peu de gens comprennent de l'extérieur. Jung écrivait que le processus d'individuation, ce chemin vers soi-même, vers une identité véritablement intégrée, n'était jamais confortable. Il exigeait de traverser des zones d'ombre, de regarder en face ce que l'on avait préféré ignorer, de descendre dans des profondeurs qui font peur avant que la lumière y devienne possible. Ce que tu as traversé, ce que tu traverses peut être encore en ce moment, n'est pas une erreur de parcours. C'est le parcours lui-même. Le monde te dira peu être que tu es devenu distant, que tu es devenu dur, que tu es trop exigeant. Mais en réalité, tu es simplement devenu précis. Tu ne donnes plus ton énergie là où elle est diluée et ignorée. Tu ne confonds plus attachement et tolérance. Tu ne sacrifies plus ta paix intérieure pour maintenir une illusion
que quelqu'un d'autre avait construite à ton détriment. Et ça, ce niveau de conscience, cette capacité à te choisir sans culpabilité et sans justification, c'est quelque chose que peu de personnes atteignent réellement. Parce qu'il exige du courage. Le courage de voir clair quand voir clair fait mal. Le courage d'accepter ce que l'on aurait préféré ne pas savoir. Le courage de partir sans faire de bruit, sans chercher à avoir le dernier mot, sans attendre que l'autre comprenne. Ce silence n'est pas une faiblesse, c'est une limite puissante, posée sans violence, maintenue sans effort, parce qu'elle est ancrée dans quelque chose d'inébranlable, ta propre vérité. Et si ce message résonne en toi, si tu sens que ce que nous explorons ici touche quelque chose de réel dans ton histoire, abonne-toi maintenant, parce que ce que tu es en train de développer, ce n'est pas une carapace, c'est une maîtrise, une capacité à choisir consciemment ce qui entre dans ta vie et ce qui n'y a plus sa place. Ta perception n'était pas fausse, ton intuition ne t'a jamais trahi. Ce que tu as ressenti était réel, et la décision que tu as prise, celle de te choisir toi, sans explication, sans justification, sans validation extérieure, cette décision t'a protégé. Jung nous rappelle que l'âme ne ment pas. Elle parle dans le langage du corps, dans le langage des rêves, dans le langage de ces sensations que l'on ne sait pas toujours nommer, mais que l'on ressent avec une certitude absolue. Apprendre à l'écouter, c'est apprendre à se faire confiance. Et se faire confiance, c'est l'acte le plus révolutionnaire qu'un être humain puisse accomplir dans une époque qui cherche constamment à lui dire quoi penser, quoi ressentir, quoi accepter. À partir de maintenant, avance avec cette clarté, protège-la, affirme-la, et surtout, ne la remets plus jamais en question, parce que c'est elle qui te rend libre, profondément, irréversiblement libre. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.